Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc, on va passer les prochaines minutes ensemble à échanger un petit peu sur l'essentiel au sujet de la fiscalité des sociétés au Portugal. Donc, moi, de mon côté, je suis Virginia, responsable de l'équipe de gestion de clients chez Jungle. Je vais vous expliquer un petit peu mieux juste après qu'est-ce qu'on fait exactement. Mais bon, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de partager un peu avec vous notre expérience, les sujets qui reviennent assez souvent et qui sont importants à savoir pour les dirigeants et les gérants de sociétés qui sont installés au Portugal. Donc, pour l'agenda, qu'est-ce que je vous propose? Je vais vous parler un petit peu de Jungle, du panorama fiscal au Portugal, de l'optimisation des charges, c'est très important. Au-delà des ventes, il faut savoir où est-ce qu'on dépense de l'argent pour optimiser au mieux et être sûr d'avoir une bonne gestion. Et donc, sur la rémunération des gérants, il y a plusieurs solutions à voir quelle est celle qui s'adapte le plus à votre cas. Donc, pour Jungle, Jungle est une société qui fait partie de la Team France Export. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, si vous voyez. Là, c'est bon, ok. Auprès des PME et des ETI françaises. Donc, en fait, on travaille dans tout ce qui a à voir avec la comptabilité, fiscalité, conseil et payroll liés aux sociétés portugaises. Et donc, on a tout un historique, puisque Jungle avait un premier associé qui était francophone. Donc, on est bien inséré dans la communauté francophone au Portugal et accompagne 90% de nos sociétés, ont des gérants et des dirigeants français ou francophones. Donc, on offre au-delà de l'accompagnement comptable, fiscal et de payroll, qui est très opérationnel, un service sur mesure qui permet aux gérants des sociétés, aux dirigeants d'avoir un point de contact principal et les aider à prendre des décisions au quotidien. Donc, au-delà d'assurer les obligations déclaratives, bien sûr, le paiement des salaires des collaborateurs et tout ce qui a à voir avec la gestion de la société, toutes les sociétés qui sont chez nous ont un point de contact, une gestionnaire de clients, qui les accompagne au quotidien pour être sûr que tout se passe au mieux, surtout que bon, dans notre cas, ayant beaucoup de francophones, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas les règles, le fonctionnement ou qui parlent pas nécessairement la langue. Donc, c'est toujours important d'avoir un partenaire de confiance et quelqu'un qui nous accompagne au quotidien. Donc, quelques chiffres pour vous donner une idée. Jungle a 5 ans. Donc, c'est une société relativement jeune. 23 collaborateurs actuellement. On a pas mal grandi cette dernière année, une équipe dédiée relations clients, comme je vous disais, une dizaine de partenaires stratégiques, puisqu'il y a beaucoup de choses au niveau des sociétés qui touchent à du légal, à du recrutement, à d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement comptables et fiscaux. Donc, les sujets pour lesquels on n'arrive pas à vous répondre ou à vous accompagner au mieux, on a des partenaires qui peuvent s'en occuper et qui seront en mesure de le faire, chacun dans son domaine d'activité. On a à peu près 320 clients sociétés et travaille pour plusieurs secteurs d'activité différents. Donc, autant dans l'IT comme la restauration, des secteurs plus traditionnels. On accompagne les sociétés vraiment dans plusieurs typologies différentes. Dans l'immobilier, par exemple, il y en a de plus en plus au Portugal. Donc toute l'équipe, surtout les comptables, ont de l'expertise qui touche un petit peu à plusieurs secteurs d'activité, ce qui nous permet d'accompagner pas spécifiquement un secteur spécifique, mais tout type de sociétés qui sont installées au Portugal. Relativement au panorama fiscal. Donc, qu'est-ce qui est essentiel à savoir? Toutes les sociétés au Portugal ont des obligations auprès de l'État, donc autant auprès des finances comme de la sécurité sociale. Et c'est donc à travers du comptable que toutes ces obligations sont garanties. On doit mensuellement ou trimestriellement faire la communication de tous les achats et de toutes les ventes de la société, faire le paiement des cotisations pour les salaires et des retenues à la source de vos collaborateurs ou de votre salaire, vous comme gérant, faire les rapprochements bancaires, puisque toutes les lignes, la façon la plus simple que je vais vous expliquer, c'est que toutes les lignes de mouvement à la banque dans un compte société doivent être justifiées ou par une facture de coût ou par une facture de vente, on va dire, ou alors un prêt. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire le rapprochement bancaire avec toutes les informations comptables que vous nous envoyez et de garantir la conformité de tous les comptes de la société. Et également faire les déclarations de TVA. Annuellement, il y a les déclarations fiscales obligatoires à faire. D'ailleurs, là, on est en pleine période. C'est le moment de faire le bilan annuel et de faire le calcul de l'impôt sur les sociétés.
pour ensuite faire l'enregistrement des comptes, puisqu'au Portugal, l'enregistrement des comptes est obligatoire. Donc, une fois par an, il faut enregistrer les comptes de la société au registre du commerce pour qu'ils soient disponibles et visibles, autant pour vos partenaires comme potentiels clients. Donc, l'information résumée sur les comptes de la société. Et c'est effectivement là c'était jusqu'au mois de mai, mais ça a été décalé cette année à cause de tous les soucis techniques du portail des finances et de la panne d'électricité qui a eu lieu il y a quelques mois. Ils ont décalé un petit peu les délais. En termes donc de fiscalité, qu'est-ce qui est important aussi à savoir pour les gérants? Donc la TVA au Portugal sur la majeure partie des produits et services est de 23%. Mais pour certains cas, il y a une TVA intermédiaire ou même une réduite. Et ça, c'est important à savoir. Pourquoi? Parce qu'une société est un sujet passif de TVA. Donc, l'obligation des sociétés, c'est toujours de donner la TVA que les clients leur ont payée à l'État. Bien sûr que l'idée, c'est de ne pas noyer vos marges dans la TVA et de savoir gérer ça au mieux. C'est plus avantageux pour vos clients s'ils ont des TVA réduites à payer. Pour vous, ça vous permettra également potentiellement d'avoir des crédits de TVA. Donc, c'est vraiment un sujet auquel il faut faire attention. Si on parle de produits et services, la règle générale, c'est vraiment les 23. Par contre, il y a des cas comme par exemple les biens essentiels où ça peut être à 6%, ou même la rénovation de biens immobiliers. Si vous achetez quelque chose qui est dans une zone qui s'appelle au Portugal ARU, Área de Reabilitação Urbana, vous avez le droit à faire donc des travaux ou sans TVA ou alors à la TVA réduite de 6%. Donc, il y a pas mal d'avantages et de choses à savoir là-dessus. C'est important de, surtout si vous êtes dans ces secteurs d'activité-là, dans la restauration, dans l'immobilier, dans la santé, il y a beaucoup de choses avec la TVA réduite. À l'international et en B2B, ne jamais oublier ça, c'est très important. Une entité étrangère, une société, n'a pas d'obligation de payer de la TVA au Portugal. Sauf si, effectivement, ils viennent faire quelque chose localement. Et là, oui, la TVA est due au Portugal. Par exemple, une société étrangère qui vient faire un événement ici va toujours devoir faire payer les billets de cet événement avec la TVA portugaise puisque l'événement est sur place. Par contre, si vous faites une prestation de service, vous, en tant que société portugaise, vers une société étrangère, la facture sera toujours sans TVA et donc en autoliquidation. Quand on parle d'autoliquidation, ça paraît très technique, mais en réalité, c'est juste identifier avec le numéro de TVA intracommunautaire de la société et garantir que vous avez bien choisi la bonne raison d'exonération, tout simplement. Pour récupérer la TVA, au Portugal, il y a des règles qui sont définies là, relativement à ça. Et le premier critère qu'il faut avoir en tête, c'est la seule façon de récupérer de la TVA, c'est d'en facturer. Donc, une société qui est exonérée de TVA, qui n'en paye pas, qui n'en donne pas à l'État, n'a pas l'occasion de faire le calcul de crédit de TVA, on va dire, puisque c'est lors des déclarations de TVA où l'État nous dit, voilà, vous devez nous donner X. Par contre, comme vous avez déjà avancé Y en facturation, bah, pas besoin de donner la totalité. Et donc, il y a le calcul qui est fait du delta qui est vraiment dû. Donc, le premier critère, c'est vraiment facturer de la TVA et faire les déclarations. Et c'est très important. Toutes les factures doivent bien être documentées. Il faut que ça soit clair que c'est une charge de la société, donc il faut avoir son IF dessus, le montant total de la transaction et la TVA séparément, bien sûr, pour qu'on arrive à identifier clairement quel est le montant qui dit respect à la TVA. La TVA est récupérable seulement après les 12 premiers mois d'activité. Si vous avez au moins 250 euros par mois à récupérer pendant 12 mois consécutifs, si vous avez beaucoup de crédits de TVA, on parle à partir de 3 000 euros, vous n'avez pas besoin d'attendre les 12 mois. Donc, quelqu'un qui a beaucoup dès le début, qui a fait des investissements et qu'en termes de facturation, il a dû avancer beaucoup d'argent en TVA, aucun problème. C'est possible de demander le remboursement avant les 12 mois, mais seulement si c'est plus de 3 000 euros à récupérer. Et après, bien sûr, il faut analyser si c'est intéressant ou pas pour vous. Vu que trimestriellement, vous êtes obligé de donner de la TVA à l'État, est-ce que ça vaut le coup de faire la demande de remboursement pour après avoir de la TVA à payer? C'est une question vraiment de gestion et de trésorerie que vous pouvez choisir en dépendant de ce que vous préférez faire et de l'objectif. Pour les impôts, donc au-delà de la TVA, quand on parle d'impôt de revenu sur les sociétés, donc l'IRC au Portugal, on parle d'un impôt qui est de 16% pour les bénéfices qui vont jusqu'à 50 000 euros donc l'année. Après la fin de l'année fiscale, si vous avez 50 000 euros de bénéfices, l'impôt est de 16. À partir des 50 000, l'impôt passe à 20.
Et donc, c'est par tranche. Ça veut dire que les premiers 50, ils vont toujours être payés à 16. Si vous avez 51 000, par exemple, c'est les 1 000 € qui seront taxés à 20%. Et ici, je ne sais pas si vous êtes un petit peu attentif au sujet, mais le gouvernement, autant le précédent comme maintenant celui qui vient de commencer, propose de baisser le taux d'IRC. Donc les 20%, le taux maximum, l'idée, c'est de le faire arriver à 17%, ce qui est plutôt compétitif et intéressant au vu que la tendance dans l'Union européenne, c'est d'augmenter l'impôt de revenu sur les sociétés. Et au Portugal, on est vraiment à l'envers. L'objectif, c'est d'avoir plus de sociétés, de créer des postes d'emploi et donc effectivement d'aider les entrepreneurs à réduire leurs charges fiscales. Au-delà de l'IRC, c'est très important à parler puisque la plupart des gérants de sociétés n'ont pas la notion. Mais pendant donc les déclarations d'IRC, il y a également d'autres taxes que vous pouvez payer, surtout si c'est en bénéfice. Donc autant les taxes autonomes comme la DREM. La DREM, c'est une taxe municipale qui s'applique aux sociétés qui ont un bénéfice imposable et qui peuvent aller jusqu'à 1,5% du bénéfice. Donc ça dépend des communes où vous êtes, où le siège social de la société est installé. À Lisbonne, par exemple, c'est vraiment 1,5. Pour les régions du Portugal, genre Algarve, au centre ou dans le nord, certaines communes exonèrent de ce paiement d'impôt. Donc c'est, on va dire, pour motiver les sociétés à s'installer localement, il y a des exonérations d'impôts. Les taxes autonome. Par contre, ici, il n'y a pas d'exonération. On parle de taxes qui sont liées. Donc, en réalité, c'est les dépenses que vous mettez dans la société qui peuvent être considérées autant comme de la société comme particulière, donc presque que c'est des avantages en nature pour le gérant ou autre. Pour pas qu'il y ait d'abus, il y a une taxe en fait autonome qui est appliquée. Donc, on parle. La majorité, c'est sur les véhicules, donc autant sur les dépenses comme l'essence, les parkings, assurance, tout type de frais liés à des véhicules au nom de la société. Bien sûr que les charges et les dépenses sont déductibles, donc vous pouvez déduire l'essence de votre facturation, déduire les frais d'assurance, tout ça, mais à la fin de l'année, vous aurez 2,5 à 32% qui peuvent être taxés sur ces factures, en dépendant pareil de la dimension de l'investissement, si c'est un véhicule à essence ou électrique. Là, la tendance, c'est le gouvernement essaye de motiver à l'achat de voitures électriques, donc les taxes autonomes sont réduites pour les voitures électriques, un petit peu plus élevées pour tout ce qui est à essence. Pareil pour les frais de représentation. Donc, les restaurants, toutes les factures de restaurant que vous avez, vous pouvez vous retrouver à payer entre 10 et 20% de la facture sur votre déclaration de modèle 22, donc à la fin de l'année, quand vous faites la déclaration d'impôt de revenus sur les sociétés. Et ça, c'est vraiment important à faire attention parce que des fois, bah, la tendance, c'est quoi? Un dirigeant de société veut réduire son bénéfice imposable, bien sûr. Donc, il va mettre ses dépenses, beaucoup de petites factures de restaurants, de déplacements avec des clients. Et après, il y a la surprise où il se retrouve taxé. Ça peut aller de 10 à 20. 20, c'est quand vous êtes pas en bénéfice. Ça veut dire quoi? Si vous perdez de l'argent et vous êtes en négatif à la fin de l'année fiscale, le gouvernement assume pourquoi est-ce que vous êtes en négatif et vous continuez à faire des frais de représentation, aller manger avec des clients, etc. Donc, pour éviter ça, l'idéal, c'est toujours euh, analyser avec votre comptable comment vous pouvez faire passer les frais. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a par exemple des aides au déplacement qui peuvent être applicables et qui sont moins taxées en termes de taxes autonomes que des tickets de restaurant, tout simplement. Après, il y a également donc les factures qui sont manquantes ou inexistantes. C'est-à-dire si vous n'avez pas justifié un paiement que vous avez fait via le compte de la société, vous pouvez vous retrouver à payer jusqu'à 50% de cette facture en taxe autonome. On revient au même, elle peut être déduite. Par contre, c'est jusqu'à 50% d'impôts et de taxes autonomes que vous payez dessus. Donc, pour toutes ces petites choses, en réalité, c'est ce que je vais vous dire sur les prochains slides d'ailleurs, c'est très important au Portugal d'avoir toutes les factures et de justifier au maximum tous vos mouvements. Ça vous évitera de payer pas mal d'impôts et de faire des économies. Donc en commençant par le simple, c'est bien documenter toutes vos factures et il faut que ça soit clair quelles sont les dépenses et même quand vous prenez les décisions, quel véhicule acheter, comment faire mon déplacement, n'hésitez pas à analyser avec vos comptables pour voir avec eux quelle est la meilleure solution et ce qui va impacter moins vos comptes et votre trésorerie à la fin de l'année. Donc, on passe effectivement à ce que je vous disais. Une des clés est la bonne structuration des charges, puisque toutes les charges ne sont pas déductibles. Je vous donne deux exemples, les amendes et les pénalités.
Même si c'est des amendes au nom de la société, même si vous avez des factures, vous suivez toutes les règles, les amendes ne sont pas possibles de déduire. Je vous dis ça parce que c'est pas si clair. Il y a beaucoup de sociétés qui, à partir du moment où ils ont une dépense, bah, ils assument qu'elle est déductible. Mais surtout quand on parle d'amende envers l'État, on ne peut pas assumer que c'est un coût déductible alors qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez pas tenu une obligation déclarative ou pas payé quelque chose dans les délais. Et les dépenses à caractère personnel, pareil. Donc, tout ce qui a à voir avec votre vie personnelle, en cas de doute, ne jamais le faire via le compte de la société, parce que vous pouvez vous retrouver avec des dépenses non justifiées, effectivement, payer les taxes autonomes que je parlais tout à l'heure. Donc, en cas de doute, c'est toujours plus intéressant de faire les dépenses, vous, avec vos cartes personnelles. Et après, si vraiment vous voulez les passer à la société, mettre ça sur votre compte courant ou voir comment organiser la chose, c'est toujours mieux que de mettre des dépenses personnelles via le compte de la société, puisque c'est pas l'idée. Toutes les lignes du compte bancaire de la société doivent être justifiées par des choses liées à l'activité professionnelle. Donc, la règle, comme je vous disais, les factures doivent être bien documentées avec le NIF de la société, le montant total des transactions et la TVA séparément indiquée, le nom et l'adresse du fournisseur pour qu'on puisse identifier clairement qui vous avez acheté, qu'est-ce que c'est et si c'est quelque chose d'essentiel ou secondaire en termes de l'activité de la société. Au-delà de tout ça, donc des frais quotidiens que vous faites, il y a des façons d'augmenter vos charges sans avoir nécessairement un impact derrière fiscal ou de cotisation sociale. Par exemple, quand on parle de salaire, donc il y a des solutions qui existent pour autant assumer des charges comme pour payer des salaires avec des compensations à vos collaborateurs. Donc, par exemple, l'indemnité alimentaire, c'est très commun au Portugal. On parle de subsídio de alimentação. On parle de 6 euros par jour qui peuvent être payés sur votre fiche de paye, tout simplement, et qui ne sont pas imposables ni en termes de sécurité sociale, ni en termes d'IRS. Donc, c'est un montant net qui est payé par la société, déductible et net pour le collaborateur. On ne rajoute pas les charges sociales là-dessus. Et ça peut aller également jusqu'à 10,20 € par jour si vous faites ça en carte panier repas. Donc la carte panier repas, le critère, c'est donner la carte panier repas à tous les collaborateurs. Et jusqu'à 10,20 € par jour, pareil, zéro de cotisation sociale et zéro d'IRS à payer. Donc c'est une façon d'augmenter un petit peu les salaires des collaborateurs sans derrière augmenter énormément vos coûts. Pareil pour les déplacements, restaurants et frais kilométriques, comme on parlait. Et vous pouvez les mettre au nom de la société au lieu de payer directement aux collaborateurs, leur demander une facture avec le NIF de la société et c'est considéré comme frais de représentation. Attention, il y aura la taxe autonome, comme je vous disais, mais elle est toujours plus petite que l'IRS, les cotisations sociales. Donc, en réalité, il y a pas mal de taux qui existent. Il faut juste voir quel est celui qui vous intéresse ou qui vous pénalise le moins, on va dire, pour la même typologie de dépenses. Puisque très difficilement, il n'y aura rien du tout à payer. Mais c'est plus intéressant de payer, par exemple, 10% de taxes autonomes sur des frais de représentation que de payer 23,75 en sécurité sociale ou de l'IRS au niveau des collaborateurs. Assurance santé. Donc, si une société décide de donner une assurance santé à tous les collaborateurs, depuis l'année dernière, c'est déductible à 120% en IRC. Donc, au-delà de la facture que vous allez bien sûr pouvoir déduire, vous avez 20% de plus qui sont considérés comme coût, comme charge de la société. Donc, c'est une façon de motiver les sociétés à donner des assurances santé, puisqu'effectivement, c'est de plus en plus important pour les collaborateurs, au vu des difficultés aussi du système national de santé portugais. C'est un avantage un peu win-win, autant pour les sociétés comme pour les salariés. Chèque crèche et chèque éducation. Donc, si vous avez des enfants, autant jusqu'à 7 ans, puisque c'est le cas du chèque crèche, comme de 7 à 25 pour le chèque éducation, au lieu de demander une augmentation au dirigeant ou à votre responsable pour payer la crèche ou pour payer l'école, il y a des chèques qui existent. Et donc, ces chèques crèche, quel est l'avantage? Une augmentation sera toujours assujettie aux cotisations sociales et à l'IRS, alors que ces solutions-là sont exonérées dans le cas du chèque crèche autant de cotisations sociales comme d'IRS et dans le cas du chèque éducation est exonéré de sécurité sociale. Donc les personnes qui recevront cette somme paieront l'IRS bien sûr sur le salaire, mais vous ne payez pas de sécurité sociale sur cette somme.
On parle de sommes qui peuvent aller pour les chèques éducation jusqu'à 1 100 € par dépendant. Donc c'est plutôt représentatif, sans charge derrière de cotisation sociale, donc les 23,75, c'est plutôt intéressant. Surtout que très souvent, on va dire, les collaborateurs, s'ils demandent une augmentation derrière, c'est pour assumer une dépense. Donc si on a une solution qui leur permet à eux de payer la dépense qu'ils avaient prévue sans augmenter les charges pour vous ni l'impact fiscal de leur côté, c'est plutôt intéressant. Pareil pour les déplacements. Donc, quelqu'un ou le gérant ou un salarié a besoin de faire un déplacement au nom de l'activité ou aller visiter un client ou un événement à l'étranger. C'est prévu jusqu'à 72,65 € par jour. Vous pouvez recevoir nationalement ou 167 à l'international. Vous pouvez recevoir ces sommes sans être taxé, donc en termes de sécurité sociale et d'IRS. Juste la taxe autonome, comme je vous disais tout à l'heure, qui est inférieure à tous ces montants de cotisation et d'impôt sur le revenu de personnes singulières. Donc tout ça, bien sûr, l'idée, c'est pas que vous reteniez, que ça soit par cœur, c'est juste pour vous dire qu'il y a pas mal de solutions, de compléments au salaire, de potentiels crédits d'impôt et de choses qui existent pour permettre, bien sûr, aux gérants de prendre des décisions sans augmenter énormément les dépenses associées à tout ça. Au-delà des questions donc de salaire, il y a des bénéfices, des avantages de l'État et dispositifs fiscaux qui sont prévus, surtout donc pour des cas d'embauche, de recrutement et d'investissement. Donc là, par exemple, je vous donne les cas de si vous recrutez des jeunes qui ont moins de 35 ans, des chômeurs qui sont inscrits depuis plus de 12 mois au chômage ou qui ont plus de 45 ans, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, entre autres, il y a toute une liste. Il est possible d'avoir des exonérations jusqu'à 50% du taux donc de tâches sociales uniques, c'est les cotisations à la sécurité sociale sur le salaire, pendant 5 ans, ou 100% pendant 3 ans. Et il y a également donc, des subventions directes via l'IFP, qui est l'Institut de l'emploi et formation professionnelle au Portugal, qui vont jusqu'à 8 464 € par embauche. Donc, si vous recrutez, je vais donner un cas concret, quelqu'un qui a plus de 45 ans qui est au chômage, au lieu d'aller chercher quelqu'un qui est déjà dans la vie active, pour aider à réduire les taux de chômage au Portugal, le gouvernement donne des subventions directes aux sociétés. Donc, c'est des choses à ne pas ignorer parce qu'effectivement, ça peut être intéressant pour les sociétés, leur épargner pas mal de charges et en plus recevoir des compléments au-delà de réussir à recruter quelqu'un et répondre à un besoin de recrutement. Relativement aux régimes fiscaux, donc je vais vous parler de trois qui sont les plus communs, on va dire, et les plus simples. Les deux premiers, c'est des régimes presque automatiques. Si vous en parlez à vos comptables, ils vont réussir à vous en faire bénéficier lors de la déclaration de revenus annuels. Donc actuellement, en faisant la déclaration de l'IRC et la fermeture de compte. Si vous êtes éligible, c'est juste une manipulation à faire lors de la déclaration pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, par exemple, ce régime fiscal que vous voyez à l'écran, le régime fiscal de l'aide à l'investissement, il existe pour encourager les entreprises à investir dans des actifs productifs. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui achète des machines ou des outils qu'ils auront besoin pour travailler au quotidien. Là, j'ai un exemple concret de 100 000 € par exemple. La société peut déduire entre 10 et 25 000 de son bénéfice imposable. Donc, quelles sont les variables? En fait, ça dépend de où est installée la société, quelles sont les typologies d'investissement. Mais en réalité, vous pouvez, pendant les 2 premières années, récupérer jusqu'à 100% de cet investissement et le déduire de vos impôts à payer. À partir de la troisième année, vous pouvez récupérer jusqu'à 50% de ce que vous avez investi euh, pour déduire de l'impôt à payer. Donc, c'est plutôt intéressant puisque, bien sûr, pour grandir, les sociétés ont besoin d'investir. Et au-delà de déduire la charge en totalité de la comptabilité, il y a ce supplément et cette aide, ce régime fiscal pour encourager les entreprises à investir et en disant, OK, je sais que vous allez investir X, mais en même temps, ça va vous permettre de faire des économies d'impôts à la fin de l'année. Donc, ce genre de choses,
c'est toujours intéressant d'analyser pendant l'année fiscale, de faire des points de situation avec vos comptables, regarder les bilans, avoir un petit peu la prévision de l'impôt à payer. Trimestriellement, c'est possible de faire en voyant vos ventes, vos coûts. Tous les comptables arrivent à vous dire avec une démonstration de résultat, voilà si la société fermerait aujourd'hui ou les comptes, combien d'impôts on aurait à payer jusqu'à la fin de l'année. Et là, vous dire, en dépendant de vos objectifs, j'ai un investissement que j'aimerais faire, au lieu de le faire l'année prochaine, je vais le faire cette année, puisque ça va me permettre de récupérer X sur ma déclaration d'impôt et payer moins d'IRC. Donc, c'est vraiment très important de partager avec vos comptables les objectifs, les potentiels investissements que vous souhaitez faire, puisque ça va vous aider à vous et à eux de faire les déclarations en vous faisant profiter de ce type de solutions qui existent et qui sont presque automatiques. La deuxième, c'est une aide. Donc, l'objectif, c'est l'incitation à la capitalisation des entreprises. Donc, pour encourager les sociétés à renforcer leurs capitaux propres et leur permettre de déduire une partie de ces montants en base imposable d'IRC. Donc, en fait, pour les petites sociétés, pour pas qu'il y ait la tendance à j'ai gagné de l'argent, je retire l'argent de la société, autant pour la stabilité des comptes, comme pour pour grandir, pour la visibilité au niveau des banques et la confiance des marchés, c'est important que les sociétés aient effectivement de l'argent disponible en capitaux propres. Donc, pour les dirigeants qui, par exemple, ne font pas de distribution de dividendes à la fin de l'année, on va dire l'année dernière, vous n'avez pas distribué de dividendes dans votre société, sur la déclaration d'IRC de cette année, on peut le signaler et vous pourrez vous récupérer jusqu'à 4,5% de l'argent que vous avez laissé en capital de la société. Donc, ça peut être intéressant, au-delà de garder de la trésorerie pour des potentiels investissements, etc. En plus, vous avez cet avantage que l'État vous rembourse de 4,5% que vous pouvez déduire du bénéfice imposable. Donc, de l'argent qui partirait dans les coffres de l'État et que vous allez maintenir dans les capitales de la société. Donc, un autre exemple que je vous donne pour terminer, celui-ci, c'est pas une aide automatique, c'est un système d'incitation fiscale qui existe pour les entreprises qui font de l'investissement au niveau de la recherche et du développement. Donc, le cas concret que j'ai ici, c'est un groupe pharmaceutique, par exemple, qui investit 50 000 euros dans un logiciel qui est destiné à développer un nouveau médicament. Donc, toutes les charges associées à ce logiciel, autant l'investigation comme les collaborateurs, comme l'achat du logiciel en soi, peut être déduit. Et la société peut récupérer de 32,5% des dépenses jusqu'à 82,5%. C'est très intéressant. Virginie a un problème avec le micro. Par moment, c'est coupé. Donc, on n'a pas entendu du tout ta dernière phrase. Ah, ok. Donc, je disais, je vais répéter là toute la phrase, je ne sais pas où vous nous avez perdu. Donc, ce système d'incitation fiscale à la recherche et au développement, il nécessite une candidature auprès de l'Agence nationale de l'innovation. Donc, contrairement aux deux précédents qui sont automatiques à faire sur vos déclarations de revenus avec vos comptables, celui-ci il nécessite vraiment d'une candidature parce qu'on parle en fait du secteur de l'innovation. Donc, c'est l'Agence nationale qui doit valider est-ce que votre projet est ou pas éligible à recevoir ce crédit d'impôt. Et on parle d'un crédit d'impôt qui peut aller de 32,5 jusqu'à 82,5% dans certains cas. Donc, si vous faites souvent des investissements qui sont liés à l'investigation, à la recherche, développement, vous pouvez recevoir, comme je donne dans le cas de l'exemple en bas, le groupe pharmaceutique qui a investi 50 000 euros dans un logiciel destiné à développer un nouveau médicament. Il peut soumettre une candidature à l'ANI afin d'obtenir un crédit d'impôt équivalent à 32,5% de cette dépense. Donc, si on parle de 50 000, c'est 16 250 euros à déduire lors de l'IRC. Donc, c'est très intéressant, surtout pour les sociétés qui sont déjà dans ces secteurs-là, qui font déjà ces typologies d'investissement, donc qui sont éligibles et ils n'ont pas nécessairement la connaissance que ces avantages existent. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à partir du moment où vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter à nous ou à votre comptable ou voir directement avec l'Agence nationale de l'innovation si vous êtes ou pas éligible pour pouvoir faire le dossier et faire la candidature auprès de l'ANI. Parce qu'on parle vraiment de beaucoup d'argent qui peut être déduite au lieu que vous les rendiez à l'État en IRC, c'est utilisé, investi internement pour des investissements. C'est beaucoup plus intéressant pour vous. Relativement donc à la rémunération des dirigeants. Quand vous êtes associé, gérant ou salarié des sociétés.
Donc, vous avez la possibilité de récupérer en salaire, bien sûr. Les salaires sont toujours déductibles pour l'entreprise, donc c'est un coût pour la société qui est considéré tous les mois et qui sera déduit du bénéfice imposable. Par contre, les salaires sont toujours soumis aux charges sociales. Donc, quand on parle, je veux recevoir X de salaire, automatiquement, il faut considérer que vous allez payer 23,75 à la sécurité sociale en tant qu'employeur et l'employé 11%. Donc, si on parle d'un salaire de gérant, on parle de 34,75 qu'il faut rajouter à votre salaire pour comprendre combien ça va vous coûter de recevoir ce salaire-là. Donc, bien sûr que c'est utile si l'objectif est de réduire le bénéfice imposable. Si le gérant a un régime favorable, par exemple le RNH, IFICI, IRIS jeune, donc tous les régimes fiscaux qui vont vous donner des avantages en termes de revenus sur vos salaires, ça peut être intéressant pour vous de récupérer un salaire de la société. Ou si tout simplement vous avez besoin de cotiser puisque vous n'avez pas d'autres salaires ou pas d'autres sources de revenus pour cotiser à la sécurité sociale. Donc ça, c'est les scénarios dans lesquels c'est intéressant de toucher un salaire. Étant dirigeant, vous pouvez également récupérer des dividendes. Par contre, les dividendes, ils peuvent être récupérés seulement une fois que l'impôt et les contributions ont été payés. Ça veut dire quoi? À la fin de l'année fiscale, après l'enregistrement des comptes, après confirmer que la société a du bénéfice, les associés peuvent percevoir des dividendes. Donc, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a même pas de sujet puisque vous ne pouvez pas distribuer. Par contre, ayant des bénéfices, les associés peuvent distribuer la totalité ou partiellement la somme des dividendes. Et dans ce cas-là, c'est un taux libératoire fixe de 28% qui s'applique. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que ce montant est exonéré des cotisations à la sécurité sociale. Donc les 23,75 que je vous parlais tout à l'heure sur les salaires plus les 11, ils vont pas exister ici. Vous avez tout simplement l'imposition de 28 qui est prélevée à la source directement sur les dividendes. Donc quelqu'un qui veut récupérer 100 000 euros de dividendes, il va se faire le virement de 100 000 moins les 28, donc seulement 72, puisque le reste, c'est un taux fixe qui est payé. Par contre, vous pourrez, lors de votre déclaration de revenus annuelle, et ça c'est important à savoir, parce que le fait de payer un taux libératoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crédit d'impôt. Donc, lors de la déclaration annuelle, surtout si vous êtes résident au Portugal, il faut analyser, est-ce que c'est intéressant pour vous de déclarer ces dividendes? Pourquoi? Ça peut vous permettre de récupérer sur 50% des dividendes que vous avez perçus, puisque en réalité, vous pouvez englober les dividendes à tous vos revenus et si votre taux d'IRS est inférieur au 28%, ben, vous pouvez récupérer de l'argent. Ça, il faudra analyser au vu de votre foyer fiscal, des autres revenus que vous recevez. Donc, on ne peut pas isoler les sujets puisque autant quand on parle de salaire comme de dividendes et de revenus de la société, ils seront toujours à reporter en tant que revenus particuliers. Donc, le gérant, l'associé devra les reporter dans sa déclaration de revenus et il faut voir en termes de taxes et à la fin de tout ça, quelle est la solution qui vous permet de payer le moins d'impôts possible. Donc, en réalité, c'est intéressant de vous récupérer des dividendes si le taux d'imposition de votre foyer est supérieur à 28%. Parce que ça veut dire que vous allez payer ce taux libératoire et plus rien. Alors que si vous récupérez en salaire et le taux est supérieur à 28, ben vous perdez de l'argent. Donc, vous avez moins d'argent net disponible à la fin. Donc, l'idée, des fois et le plus souvent, c'est intéressant de combiner entre salaire et entre dividendes. Pourquoi? On a tous besoin de vivre mensuellement, bien sûr. Donc, on a besoin de toucher un salaire. Peut-être faire un calcul de combien vous avez besoin ou combien vous souhaitez avoir de salaire mensuel pour payer vos charges, gérer votre vie au quotidien. Et après, ce qui n'est pas essentiel, on va dire, peut-être le récupérer en dividende et au moins, vous payez pas de cotisation sociale sur ce montant-là. Il faut vraiment analyser au cas par cas pour voir ce qui est plus intéressant. Il n'y a pas une règle qui est valable pour tout le monde. Je vous donne un exemple précis. J'ai un client qui voulait voir quelle était la meilleure solution pour lui. Et dans son cas concret, son épouse gagne plus de 150 000 euros à l'année. Donc au Portugal, elle se retrouve à payer un taux de 48% d'IRS. Ça veut dire que dans sa déclaration annuelle, puisqu'il fait son IRS avec son épouse, son IRS sera toujours à 48%. Donc c'est énorme. Ça veut dire que pour lui, c'est pas intéressant de se récupérer des salaires. C'est plus intéressant de récupérer un salaire ou au salaire minimum ou un petit peu plus juste pour assumer les coûts et pour déduire bien sûr de la facturation de la société, et après récupérer en dividende. Et comme ça, au lieu de payer la sécurité sociale plus les 48 qu'il va payer après dans la déclaration annuelle de son foyer, ben, il ne va pas payer de sécurité sociale et il va payer juste le taux libératoire à 28. Donc c'est vraiment très spécifique, il faut analyser au cas par cas
en le scénario global de vous en tant qu'associé et dans votre foyer. Pour un associé, ça peut être intéressant de recevoir des salaires. Pour un autre, ça peut être plus intéressant d'avoir des dividendes. Il faut vraiment voir et trouver un compromis, ce qui est le plus intéressant, autant pour la société comme pour vous personnellement, pour ne pas payer plus d'impôts, effectivement, que ce qui est nécessaire, en dépendant de vos objectifs. Voilà, donc en réalité, pour les essentiels aujourd'hui, je vous ai dit tout. Dites-moi si vous avez des questions. Je suis bien sûr disponible pour après, si vous avez des cas particuliers à analyser, n'hésitez pas à me contacter et on peut voir, analyser au cas par cas.